Je suis en compagnie de Yann, un navigateur qui a fait un trajet exceptionnel à partir de Gaspé à Saint-Martin. Et je suis avec lui pour avoir son opinion, comment il a trouvé cette traversée. Et puis en même temps pour vous donner des idées si jamais quelques-uns d'entre vous avaient le goût de faire une traversée telle qu'il a fait. Alors, j'aimerais te poser la question. Quelle a été la durée à partir de Gaspé à venir à Saint-Martin? Au total, ça aura mis 1 mois et demi parce qu'il y a eu de Gaspé jusqu'en Nouvelle-Écosse où là c'est assez rapide, on a mis 36 heures et de Nouvelle-Écosse il a fallu attendre une bonne fenêtre météo pour traverser et cette attente là a pris presque 1 mois. Wow. La météo n'était pas bonne. Tu peux me parler un peu de la préparation ou des modifications que tu as dû apporter pour... c'est une traversée importante, c'est une traversée quand même assez longue. Alors, quelles sont les choses que tu as dû prévoir ou planifier? J'ai changé les batteries. Je suis passé à des batteries lithium pour avoir une meilleure autonomie. Sinon, après, le bateau de base était déjà pas mal préparé. Donc, il a fallu faire beaucoup de contrôle du matériel, savoir s'il y avait des choses à préparer davantage ou pas. Mais dans l'ensemble, le bateau était prêt. Donc c'est juste énormément de contrôle et une checklist pour l'aspect général, les voiles, les haubans, le pilote automatique, l'informatique de bord. Vu que tu m'as parlé de pilote, si exemple tu avais été frappé par la foudre, comment aurait été la suite du voyage? Est-ce que ça aurait été difficile pour toi? Est-ce que tu as un autre équipement pour le remplacer? J'ai des équipiers. Ah, tu as des équipiers. OK. Parfait. J'ai des équipiers. Alors, en cas de foudre, on a fait une installation d'un énorme câble de cuivre qui part du coup du haut du mât et qui va jusqu'à la quille. Donc, en cas où si on est frappé par la foudre, logiquement, la foudre devrait descendre directement jusque dans la quille et être dissipée dans l'eau. On n'est pas à l'abri d'avoir un problème électrique, électronique. Et d'ailleurs, pendant ce voyage, on en a eu beaucoup. Good. On va parler un petit peu de route spécifique. Est-ce que tu as fait des improvisations où la route était directement en ligne droite avec Saint-Martin? Il a fallu composer avec la météo. Vraiment parce que on a choisi une fenêtre météo qui était assez courte, ce qui n'est absolument pas normalement recommandé, mais c'est de saison. On est parti à la fin d'une tempête et pour éviter la suivante, on a dû vraiment partir à l'est. Donc on est allé, je ne saurais pas dire, peut-être pas au milieu de l'Atlantique, mais on est vraiment parti loin des Bermudes pour pouvoir éviter la grosse tempête qui s'en venait. Et du coup, sur 1600 milles nautiques, on en aura fait 2000. OK. Et le ravitaillement, comment ça s'est passé pour le ravitaillement? Parce que c'est quand même quelque chose de pouvoir planifier tout ça. C'est un vrai travail de planifier les repas qu'on va faire pendant cette durée-là. On planifie toujours la moitié en plus, c'est-à-dire que sur une navigation de 15 jours, on a prévu 3 semaines de nourriture. Essentiellement des barres tendres, parce qu'on savait qu'on allait se faire quand même pas mal brasser. Donc on savait qu'on n'aurait pas le temps de cuisiner, on n'aurait pas le goût à cuisiner. Et donc pendant quelques jours, notre alimentation a été des barres tendres. Ouais. Les moments marquants de cette traversée ou les difficultés que vous avez rencontrées? La première difficulté était de réussir à faire du millage, à faire pour la première partie justement pour éviter cette tempête, la tempête qui s'en venait. On a vraiment dû pousser le bateau pour aller vite et vraiment jusqu'à arriver à peu près au niveau des Bermudes. C'est une navigation qui se fait en deux temps. Il y a la première partie qui est difficile puisqu'il y a le Gulf Stream à gérer et le vent. Le Gulf Stream, il faut vraiment le prendre en compte dans sa navigation pour ne pas rester coincé et l'utiliser pour aller plus vite. Et après, il y a toute cette partie météo évidemment. Donc, et passer les Bermudes, généralement on dit arriver au 30e parallèle, c'est les vacances. Pour nous, ça n'a pas été le cas. On n'a jamais trouvé les alizés. Ils nous ont jamais trouvés. Alors bon, on a composé avec. Mais dans les difficultés, il y avait vraiment cette gestion de la météo et donc du coup cette gestion de notre vitesse et de notre objectif. C'est-à-dire qu'en 15 jours, on avait vraiment plusieurs objectifs.
Il y a évidemment les quarts de nuit, il y a évidemment les gens s'ils sont malades, si l'équipage est malade, il a fallu gérer ça aussi. La première nuit, même moi j'ai été malade la première nuit, donc sur 3 équipiers et moi, j'ai un équipier qui a dû gérer énormément et puis même malade j'arrivais à gérer mes quarts, mais il m'est arrivé d'arriver 15 minutes en retard à mon quart. Quels seraient les conseils que vous pourriez recommander pour une traversée comme celle-ci à ceux qui aimeraient le faire? Une bonne préparation. La préparation est vraiment primordiale parce que si on n'est pas prêt à anticiper un maximum de choses, on risque de se retrouver dans une situation d'urgence. Et que même quand on est prêt, une situation d'urgence peut se créer. Donc vraiment, il faut éliminer toutes les comment dire? Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà, c'est ça ce que je veux dire, c'est quand il y a un doute, on s'arrange pour qu'il n'y en ait pas. Donc il faut vraiment bien planifier son parcours et s'organiser au mieux pour pallier à la moindre casse. Parce que sur une grande traversée, c'est fortement probable qu'il y ait de la casse. Je sais que tu as navigué sur le fleuve Saint-Laurent. Comment tu as aimé ça? Et puis parle-nous des points positifs que tu as vécu sur le Saint-Laurent. Sur le Saint-Laurent, il y a eu beaucoup de positifs. Vraiment, ça m'a fait penser un petit peu à la Méditerranée parce que le Saint-Laurent peut être dangereux, il peut se lever très vite. Et ça, c'est pas négatif. Ça veut dire que c'est une très bonne école pour apprendre. On est resté coincé à Tadoussac presque une semaine aussi parce que la météo était pas bonne. Quand on est arrivé à Rimouski, ils nous ont dit heureusement que vous êtes partis ce jour-là parce que la veille, il y avait 50 nœuds sur le Saint-Laurent. Donc le Saint-Laurent est une très très bonne école où j'ai trouvé ça très intéressant parce que il faut gérer la marée et du coup se faire une belle planification et prévoir des lieux d'arrêt d'urgence au cas où. C'est-à-dire vraiment gérer dans notre parcours de navigation, se dire si ça se passe mal, on peut aller se mettre à l'abri quelque part. J'avais hâte de t'entendre parler sur le Saint-Laurent car j'ai été quand même 12 ans au Saint-Laurent. Puis après, on s'est déplacé au lac Champlain comme plusieurs le font. Mais c'est quand même une zone de navigation très intéressante. Comment as-tu traité les cas pour chacun quand à la toute dernière minute, un est malade pour toutes sortes de raisons? Comment as-tu pu traiter alors il y a la préparation. Du coup, en journée, pour moi, on est assez libre. Pour les petites navigations, généralement, on est assez libre de prendre la barre quand on le sent, 1 heure, 2 heures ou 3 heures, si quelqu'un a envie de passer plus de temps à la barre. La journée, je laisse assez libre. Par contre, la nuit, je veux être précis. Dès que le soleil se couche, on fait des quarts de 2 heures chacun. En théorie. Mais quand quelqu'un est malade, il faut gérer le fait que la personne soit malade et en tant que capitaine, il faut aussi surveiller la personne qui est malade parce que le mal de mer peut rendre dingue, peut vraiment rendre fou. Donc ça demande aussi une certaine discipline d'esprit parce que si on se retrouve avec une personne de malade, si sur 4 on se retrouve plus qu'à 2 à être en état de tenir la barre, on essaye de gérer notre sommeil, quitte à dormir directement dans le cockpit pendant que la deuxième personne est à la barre. On essaye évidemment de ne pas faire de pilote automatique parce que c'est une consommation d'énergie colossale et qu'on en a besoin pour la vie à bord, qu'on en a besoin au cas où, en cas d'urgence. Donc c'est essentiellement quelqu'un qui va prendre la barre, quasiment toujours, sauf si à un moment donné on n'en peut plus. Mais dans tous les cas, il faut avoir au moins une vigie pour voir ce qui se passe autour. Une collision peut vite arriver même en pleine nuit. Donc il faut avoir toujours un coup d'œil de partout. Mais la gestion des quarts, voilà, c'est comme ça que je l'ai envisagé. C'est comme ça qu'on a pu la faire. Après, sur la grande traversée, c'était des quarts de 2 heures, même la journée, puisqu'il y a la gestion du temps de sommeil. Donc il fallait le froid est aussi quelque chose à prendre en compte. Ça peut être source de mal de mer. Donc vraiment, on a essayé d'être le plus discipliné sur 2 heures de quart par personne. Donc en étant 4 à bord, on a fait, ça nous laissait 2 heures de quart, 6 heures de dodo, à peu près. Mais voilà, 6 heures de repos, on sait bien qu'en 6 heures, on ne va pas dormir les 6 heures parce que faut le temps un peu de manger, de se reposer, de lire, de se détendre. Être à la barre, ça demande une certaine concentration. Dis-moi, le plaisir de cette traversée, tu l'as senti comment? Je ne l'ai pas beaucoup ressenti cette fois-ci. Ce qui était vraiment plaisant, c'était de voir la température de l'eau et la température extérieure augmenter au fur et à mesure qu'on avançait.
Donc c'était vraiment très agréable. On se sentait déjà sur la bonne route quand on voyait la température de l'eau monter au fur et à mesure des milles qui progressaient. J'aimerais que tu me parles un petit peu de tes prochains projets que tu as en tête. Aujourd'hui, j'ai 2 projets en tête. Il me reste encore le temps de faire le choix. C'est ça qui est beau. J'ai un premier projet avec le bateau, ce qui serait de prendre un autre bateau que celui-ci et de refaire le tour de l'Atlantique avec et arriver au Cap-Vert, descendre direction le Brésil pour longer et aller jusqu'à Ushuaia. Voilà, un de mes projets, ce serait de descendre en bateau jusqu'à Ushuaia ou alors sinon, ce serait de venir m'installer au Québec. J'ai beaucoup aimé mon séjour au Québec, vraiment beaucoup. Merci beaucoup, Yann. C'est fut un plaisir de pouvoir faire cet échange avec toi directement à Saint-Martin. Alors, pour ceux qui sont des voileux du Québec, j'étais à Saint-Martin pour une partie du mois. Et puis, je me suis permis de l'interroger et de savoir un peu comment avait été son trajet, parce qu'on s'était déjà parlé au Québec via Messenger pour se rencontrer puis vous présenter cette petite entrevue. Alors, merci d'avoir été présent, d'avoir accepté cette entrevue avec nous. Avec grand plaisir. Je pense que tu vas faire plaisir à plusieurs. Voilà. Alors, merci encore. Avec un grand plaisir. Bonne fin de projet. Merci. Au revoir.